Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça s'est très bien passé aujourd'hui. On est le 17 juin et du coup, pour la métropole, c'était le jour 1 de la spécialité physique-chimie, donc un sujet qui était long. Voilà, j'ai trouvé très long. J'espère qu'il vous aura pas trop posé de problème parce qu'il était pas si dur. Il y avait quand même de la difficulté, mais voilà, il était long, fallait pas non plus s'endormir un peu trop voilà, sur la copie. Je vais essayer de zoomer ça s'il y a moyen de faire un peu plus gros. Est-ce qu'il est. Non, je peux pas. Je peux pas zoomer. Allez, donc on va partir immédiatement. On va se mettre en page 1 par contre. Voilà. Donc page 1 de ma correction. Attention, il peut y avoir des erreurs, hein, je ne l'ai pas vérifié. J'ai à peine de rentrer du centre d'examen. Donc ouais, ça peut être encore. Peut avoir des petites coquilles. Donc merci de m'en excuser si jamais. Bon, pour ceux qui ont fait ce sujet, ça commençait par un sujet de chimie sur le bleu de bromophénol, donc c'est un classique, c'est le bleu bromophénol. Vous avez du coup ici, alors je vais juste prendre, hop, j'aimerais bien que mon corrigé soit devant mes yeux, là, nickel. Donc question 1, donner un titre aux étapes du protocole en choisissant parmi les propositions suivantes: analyse du produit brut, transformation des réactifs et séparation. Alors ici, vous avez une première étape où il y a marqué dissoudre de blablabla, ajouter goutte à goutte, blablabla. Donc tout ça, c'est de la réaction. Ok, tout ça, c'est ce qu'on doit appeler transformation des produits. Des réactifs, pardon. Ensuite, vous avez éliminé le solvant. Ça, c'est de la séparation déjà. Et jusqu'à la fin, vous avez ensuite un filtrage. Donc tout ça, c'est de la séparation pour l'étape numéro 2. Étape 3 et 4, il y a chromatographie sur couche mince et spectre d'absorption. Ce sont deux techniques d'analyse de pureté. Donc ici, analyse du produit brut. Question 2, en vous appuyant sur le chromatogramme obtenu, montrez qu'une transformation chimique a eu lieu. Et préciser si le produit synthétisé est pur. Alors déjà, 1, ici, on voit que vous avez le réactif 1, rouge de phénol, qui est en A, perbromure de pyridium, qui est pyridinium, pardon, qui est en 2. Et donc vous avez une tâche à la même hauteur entre C et B. Donc ça veut dire qu'il y a encore ici, dans le produit synthétisé final, la présence du perbromure de pyridinium. Donc ça, c'est sûrement le réactif qui a été mis en excès, ou qui n'a pas pu réagir entièrement en tout cas, ou qui n'a pas été évacué avec le rouge de phénol qui n'aurait pas réagi. Pour moi ici, la réaction elle a l'air d'être totale parce qu'il y a une simple flèche au niveau de... Ici, il y a une simple flèche, donc ça a l'air d'être total. Et en fait c'est du bromure qui n'a pas réagi, quoi. Donc ici le produit synthétisé il n'est pas pur. Ça c'est la première chose que vous devez dire. La deuxième chose ensuite que vous devez dire, c'est que vous avez une tâche ici en bleu qui est apparue et qui ne correspond à aucun des deux réactifs. Ça veut dire qu'il y a bien eu transformation et qu'il y a eu formation de ce produit-là. Question numéro 3. À l'aide des spectres d'absorption proposés, justifiez que le produit brut contient du BBP. Alors ici, il faut savoir que le maximum d'absorption il est caractéristique d'une espèce chimique. Donc ici, si le BBP, son analyse de référence, donne un maximum d'absorption ici et que vous avez exactement le même pour le produit brut à analyser, c'est que potentiellement il contient du BBP. 4. C'était une autre méthode permettant d'analyser le produit brut. Il y en a plein. Il y a l'analyse de la masse volumique, il y a une chromatographie en phase gazeuse, il y a, je sais pas, plein de choses. Mais il y a quelque chose qui était attendu, c'est qu'on vous donne la température de fusion du BBP, ici. Et on vous dit que le produit à la fin, il est retrouvé sous la forme d'un solide. Et ça, c'est marqué, je sais plus où. Voilà, le produit solide obtenu est appelé par la suite produit synthétisé brut. Donc ici, en fait, tout porte à croire que le sujet voulait vous faire dire qu'il fallait analyser la pureté du produit grâce à la température de fusion et plus précisément grâce à un banc de Koffler. Voilà. J'espère que vous en souveniez parce que normalement vous l'avez vu en première ça. Et en seconde aussi. Question 5. Le BBP est un indicateur coloré acide-base, blablabla. On vous demande de donner l'expression de la constante d'acidité Ka. Alors moi, pendant l'examen, j'avais plus d'effaceur. Donc il a fallu que je fasse comme j'ai pu. Bon, tu veux bien, voilà. Et j'ai commencé par marquer les réactifs. Alors du coup, je me suis dit comment je peux m'entourlouper le truc pour pouvoir, ça pas faux. Donc du coup, les réactifs, j'ai balancé un -1 sur l'équation. Donc ça veut dire que BH2 sur C0 il va en bas. Et BH- sur C0 fois H3 sur C0, ça va en haut. Et en fait, vous avez un C0 qui est simplifié, mais pas l'autre. Et ça vous donne K égale BH- fois H3 divisé par BH2 fois C0.
Vous auriez pu le mettre directement comme ça, mais moi j'aime bien passer par l'expression des activités qui n'est pas au programme, donc vous n'avez pas à le mettre. Question numéro 6. Est-ce que j'arrive en bas de ma page là? Oui. Donc ça, hop, ça s'en va. Question numéro 6, on vous demande d'établir à partir de l'expression précédente la relation pH égale pK plus log de base sur acide. Alors ici, pardon, vous avez moins log de H3O+, qui est égal à pH, sauf que du coup, quand vous faites moins log de K, bah, c'est égal à moins log de la base conjuguée, moins log de H3O+, plus log, en fait c'est moins log de BH2. Donc ici, vous avez que pKa, moins log de K, c'est K, est égal à pK. Donc pK égale moins log de BH- plus log de BH2, ok, plus pH. Et quand on le met de l'autre côté, bah en fait, pH c'est égal à pK plus log de BH- sur BH2. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une équation de base. Hein. Ça, si vous allez en prépa ou en fac, il faut absolument savoir le démontrer assez rapidement. Question 7, on vous demande de définir l'équivalence d'un titrage. Trop moyen de le faire, encore une fois. Soit vous dites que c'est le moment où il y a changement de réactif limitant, soit vous dites que les concentrations ou les quantités de matière des deux réactifs arrivent à 0 en même temps. Ou c'est aussi le moment de dire que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Voilà, les trois sont équivalents. En explicitant la méthode, déterminer le volume VE de la solution CSB vers celle équivalence. Question 8. Alors ici, vous pouvez faire la méthode des tangentes, ce qui est plus ou moins répondu par tout le monde, je pense. Mais voilà, quand vous allez vieillir un petit peu dans votre carrière chimique, la méthode de la dérivée est quand même beaucoup plus précise et plus facile à utiliser. Donc moi, c'est celle que j'ai choisi d'utiliser. Et il faut savoir qu'ici, vous avez un point d'inflexion, c'est une fonction en x3 un peu. Hein. Et en fait, la dérivée admet un maximum au moment où vous avez ce point d'inflexion. Donc au moment où vous avez VE, vous avez la dérivée qui admet un maximum, et le maximum ici est attribué à un volume équivalent de 14,8 environ. J'ai mis 14,7 au début, mais 14,8 est plus probable pour le volume équivalent. Voilà. Après, si vous trouvez à peu près 14,8, si vous avez mis 15 normalement, ça devrait pas trop être mauvais. 14,5 aussi. Mais bon, je suis un peu plus précis pour le coup. Question 9, on vous dit montrer que BH- égale BH2 à la demi-équivalence, sachant qu'à la demi-équivalence, vous avez pH égale pK. À la demi-équivalence, si vous avez pH égale pK, alors vous pouvez simplifier dans l'équation qu'on avait au-dessus pH et pK, et ça vous donne que log de BH- sur BH2 est égal à 0. Sauf que quand un log s'annule, ça veut dire que normalement, l'intérieur de ce log est égal à 1. Ça veut dire que BH- sur BH2 est égal à 1, donc du coup les concentrations de BH- et BH2 sont égales. En déduire en explicitant la démarche utilisée que la valeur expérimentale du pK BH2 BH-. Alors du coup, il faut se passer à demi-équivalence. Sauf qu'on avait vu que notre équivalence, nous, était à 14,8 en millilitres. Donc 14,8 sur 2, ça nous fait 7,4. Ok. Ce 7,4, il va falloir le reporter sur votre courbe. Et le 7,4, du coup, vous allez le chercher. Donc 7,4, il est... là, il y a 7... pardon. Bon, oui, ici, il y a 7, ici. Donc 7, 7,5, je vais prendre 7,5, je continue sur ce trait-là, là, tac, 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 hop, j'ai un trait ici, et ce trait, il est entre la dernière graduation et, la dernière graduation avant pH4 et pH4. Donc du coup, ici, vous avez pH 3,8, et ici, vous avez pH4. Donc entre 3,8 et 4, vous avez pH égale 3,9. Donc le pK est égal à 3,9, voilà comment on devait le chercher. En déduire en question 10... Non, pardon, ça j'ai fait. Question 11. Sachant que la valeur tabulée du pK à 25 degrés de ce couple est égale à 4,1, indiqué c'est la valeur obtenue. À la question 10, c'est compatible avec ce qu'on a. L'incertitude type sur la mesure du pK est évaluée à UPK égale 0,3. Alors pour ça, il va falloir calculer un z-score. Et le z-score c'est égal à x moins xref sur ux. Sachant qu'ici, c'est pK. Je ne l'ai pas mis en littéral entièrement, mais il aura fallu le mettre. Normalement, c'est pK... du coup expérimental, moins pK référence, le tout sous une valeur absolue, divisé par UPK, et ça nous donne 3,9 moins 4,1 divisé par 0,3, et ce résultat fait 0,7 environ, 0,66667, et ça vous fait un résultat qui est inférieur à 2, et quand votre z-score est inférieur à 2, à ce moment-là, la mesure est considérée comme étant compatible. Voilà. Ensuite, on part un petit peu sur de l'organique et de l'absorbance. Question 12, montrer que la solution contenant du forme acide du BBP est de couleur jaune.
Alors sur la courbe d'absorbant qui est ici, vous avez un maximum d'absorption à environ 435 nanomètres. 435 nanomètres, c'est dans le domaine, là avec le cercle chromatique, du violet. Donc ça absorbe majoritairement dans le violet. J'ai mis dans le bleu dans ma correction, mon dieu, c'est du violet. Et du coup, si vous avez un maximum d'absorption qui est dans le violet, et ben votre solution, elle devrait être jaune. Voilà. Donc ici, grâce au chromatique, on peut affirmer qu'une solution qui absorbe majoritairement dans le bleu, alors dans le bleu c'est pas vrai, c'est dans le violet, arbore une couleur jaune, soit sa complémentaire, l'opposé sur le cercle chromatique. Question numéro 13, montrer qu'il est impossible de préparer cette solution ne réalisant qu'une seule dilution avec le matériel proposé. Alors là c'était un petit peu compliqué quand même, parce que le titre massique et la densité, c'est un truc qu'on n'aime pas manipuler. Et ici, grâce à ça, il va falloir aller chercher ce qu'on appelle du coup la masse du soluté. Tm, le titre massique, en pourcentage, en fait c'est égal à m soluté sur m solution fois 100. Quand c'est en pourcentage, et fois rien quand c'est en valeur décimale. Et vous savez que D, en fait, c'est égal à la masse volumique de votre chose, divisé par la masse volumique d'un corps de référence. Et vu que votre HCl, votre acide chlorhydrique, est sous forme liquide, il n'est pas gazeux, il n'est pas solide, il est liquide, eh bien on va prendre par rapport au corps de référence qui correspond au liquide et au solide, c'est-à-dire l'eau. Et donc l'eau, vu que c'est égal à 1, du coup ça nous fait M solution sur V solution. Ok, donc ça veut dire que pour moi, M solution est égal à 1,18 10 puissance 3 grammes par litre de solution. Et du coup, je peux dire que dans mon litre de solution, j'ai 437 grammes qui correspondent purement à HCl. Pour une solution à pH 2,0, on a H3O+, qui est égal à 1,010-2. Ça, c'est votre relation du pH égale pK. Votre pH égale moins log de H3O+. Ça veut dire aussi que H3O+, est égal à 10 puissance moins pH, et vu que pH égale à 2, donc du coup c'est égal à 10 puissance moins 2, en mol par litre, évidemment. Ceci me fait dire que pour une concentration en masse, eh bien ce 1,010-2 mol par litre fois 36,5 qui est égal à la masse molaire du chlorure d'hydrogène, de HCl, ça me fait une concentration en masse de 3,65 10-1 g par litre. Ok, ça veut dire que je passe d'une solution qui est à 437 g par litre, là, à une solution qui normalement doit être à 3,65 10-1 g par litre. Non, j'ai plus qu'à calculer le facteur de dilution. Dès que j'aurai le facteur de dilution, par rapport à ma fiole jaugée de 200 ml, 200,0 ml, pardon, je vais pouvoir avoir la pipette qu'il faut que j'utilise. Sauf que, quand on calcule ce rapport, en fait, entre la concentration en masse de M soluté, fois un volume de 1 litre, divisé par la concentration en masse qu'on vient de trouver pour la solution fille, et j'ai un facteur de dilution qui est d'environ 1200. Ça veut dire que pour une fiole jaugée de 1200 millilitres, 1 litre 2, ce qui n'existe pas, j'aurais besoin d'une pipette de 1 millilitre. Et le problème, c'est que j'ai pas une fiole de 1200, j'ai une fiole de 200. Donc il va falloir une pipette plus petite que 1 millilitre. Or, la plus petite qu'on ait, c'est 1 millilitre. Donc forcément, je ne peux pas, avec le matériel qu'on m'a donné, faire la dilution en une seule fois. Il va falloir que je la fasse en 2 étapes. Et ça, forcément, ça donne le caractère impossible de préparer cette solution en ne réalisant qu'une seule dilution. Ok ? Question 14. Choisir parmi les 3 formules semi-développées suivantes celle qui correspond à la molécule de NN-diméthylméthanamine. Eh bien, il s'agit de la molécule B. Alors, comment je fais ? Ici, vous avez en fait une amine qui est seulement substituée une fois par une fonction propyle. Ça, c'est une propylamine. Ça dégage. Molécule A, on a ici 2 groupements amines sur un N avec un CH3. Donc ça, en fait, c'est une diamine, enfin c'est une NN-diamine méthanamine. Voilà, un truc comme ça, quoi. Bon, pas fou, hein. Alors que ici, vous avez une triméthylamine. Et une triméthylamine, en fait, c'est l'une des manières de le dire. L'autre façon de le dire, c'est de prendre la chaîne carbonée principale, ça peut être n'importe laquelle des 3, dire que c'est une méthanamine et dire que les 2 autres sont chaînes secondaires, auquel on rajoutera le N, du coup, donc N, diméthyl, parce que c'est 2 méthyl, porté par le même, méthanamine. Et ça correspond bien, du coup, à ce qu'on cherche en B. Question 5, écrire l'équation pour BH2, BH-.
et qui réagit avec R3NH+, R3N. Donc en fait, c'est une réaction acide-base entre deux couples que voilà. Sauf qu'on vous dit que ici, la NN-diméthylamine, diméthylméthanamine, réagit. Donc en fait, le R3N réagit. D'ailleurs, dans la question 15, R3N, ça veut dire 3 fois la même chaîne carbonée qu'on appelle R, qui se greffe sur un N. Et la seule molécule qui correspond à ça, c'est celle du milieu. Sachant que la question 4 n'est pas justifiée, dans la question 15, il y avait la réponse à la question 14. Bref, donc R3N doit être réactif, R3N est une base, donc on doit le faire réagir avec l'acide de l'autre couple, soit BH2. Et ça nous donne l'équation BH2AQ plus R3NAQ donne, attention, double flèche, on ne sait pas si c'est total, BH-AQ plus R3NH plus AQ. Petit 4, du coup, cinétique d'ordre 1, blablabla. Question 16, justifier le caractère amphotère de l'ion BH-. Bah, ici, le BH-, il réagit comme une base, pardon, comme un acide avec OH- à la base, alors que tout à l'heure, dans notre équation qui est juste à côté, là, bah, BH-, c'était la base conjuguée du couple BH2, BH-. Donc, du coup, il agit comme une base dans ce couple-là. Là, maintenant, dans le sujet, ici, il agit comme un acide. Ok. Donc forcément, s'il peut avoir un caractère et acide et basique, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une espèce amphotère par définition. Question 17. Après avoir déterminé le temps de demi-réaction, indiquez si ce temps caractéristique et la réaction associée sont adaptés à une utilisation dans la pastille d'un emballage intelligent. Alors, ça, c'est la question qui va poser problème parce que, en fait, pour un emballage intelligent, ça veut dire donner en temps réel la fraîcheur du poisson. Il faut avoir un temps qui soit pas mal court. Mais en chimie, ça peut être pas mal long. Un truc qui serait pas mal court pour avoir un truc en temps réel, ce serait un petit peu une réaction comme ce qu'on a dans les alcotests. C'est-à-dire, voilà, vous soufflez, vous n'attendez pas 10 minutes avant d'avoir la réponse, il faut l'avoir maintenant. Et le problème, c'est que le T1,5 qu'on trouve sur la courbe, en fait, T1,5, là, vous avez 5 points... vous avez 5.6, donc du coup, il faut aller à 3.3. Attendez, que je regarde bien quand même. 1, 2, 3, ouais, on est à 5.6. Donc du coup, vous allez ici à 2.8, pardon. 2.8, paf, 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 hop, on arrive à 750. 750, c'est le temps en secondes, donc du coup, ça prend 750 secondes d'arriver à la moitié de la réaction. Attention, à la moitié de la réaction, je veux dire à autant de demi-réaction. Attention, je parle mal ici. Donc, le temps de demi-réaction, ok, c'est-à-dire qu'au bout de 5 fois ce temps, j'aurai la réaction totale qui sera faite. Ouais, c'est chaud quand même. Ok. Donc moi je le prends un peu mal quoi, parce que là 750 secondes, ça veut dire ça fait du coup 12,5 minutes. 12,5 minutes, si j'attends 5 fois ce temps, ça veut dire 12 minutes et demie, 25 minutes, 50 minutes, ça me fait un peu plus d'une heure. Je vais pas attendre 1h30 que mon résultat il arrive quoi. Donc ça peut servir d'indicateur sympathique quand on est dans un supermarché, au lieu de refaire la fraîcheur toutes les heures et demie, recoller une nouvelle étiquette ou de vérifier et ensuite de l'enlever du rayon, un indicateur coloré d'une heure et demie, c'est pas mal. C'est mieux que rien, c'est pas mal, et ça donne en temps réel, du coup, une approximation de la fraîcheur du poisson. Par contre, ça veut dire que quand vous l'avez acheté, et qu'il y a, je sais pas, un indice de couleur, et que vous dites à jaune, c'est la dernière limite, avant que ça passe en orange, et que là, c'est fini, si votre produit est déjà en jaune, ça veut dire que vous avez un indice de confiance d'une heure et demie pendant lequel votre poisson il est peut-être déjà passé de date. Donc c'est voilà, c'est à la fois pas trop mal, mais à la fois pas assez précis pour avoir vraiment un indice en temps réel. Et c'est vraiment ce terme-là dans l'énoncé qui m'a fait douter, c'est qu'on le veut en temps réel. Et une heure et demie, c'est plus trop du temps réel, c'est déjà un peu du différé. Donc je savais pas trop où me placer. Donc ça, pour un candidat, pas très cool. Donc bravo à vous si vous l'avez trouvé. Dans tous les cas ici, je pense que la correction officielle mettra un truc du genre toute réponse argumentée et cohérente du candidat arrachera les points. Donc si vous avez bien justifié, normalement ça va. On passe à l'exo 2. Ah, il me manque une image là. Vous voulez mon exo 2? Ah, il me manque une image.
Question 6. Ok. Ouais. Ah, j'ai mis 2 fois la même. Ah, c'est un peu con. Ah bah mince. Attendez, j'essaie de la trouver parce que là, ça m'inquiète un peu quand même. Ah, il est là. Voilà. Désolé. Alors, exercice 2. Donc ici, vous avez de la radioactivité. Un peu de la chimie encore pour moi. Donc du coup, la physique, pas beaucoup majoritaire dans ce sujet. Rappelez la définition de noyau isotope. Donc deux noyaux isotopes, ce sont deux noyaux qui ont la même... je vais fermer la fenêtre parce que les enfants d'à côté se pensent tout seuls. Deux noyaux isotopes, du coup, sont deux noyaux d'atomes qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Question 2. Écrire la relation de désintégration du rubidium 87, indiquée dans la flèche ici. Donc vous avez 87-37 rubidium qui est égal, enfin qui donne 87-38 strontium, SR, plus une particule 0-1. Et ça, et bien du coup, c'est une particule de type électron. Voilà. Un type électron. D'ailleurs, je me suis trompé. Là, j'ai mis ici en question 3 A est conservé quand Z augmente de 1. Donc un neutron a été remplacé par un proton. Et un neutron, c'est légèrement plus lourd, en fait, qu'un proton. Et quand un neutron devient un proton, en fait, c'est excédent de masse. C'est exactement la masse, en fait, d'un électron. Et vous allez l'évacuer comme ça. Donc du coup, ici, attention, c'est une transformation bêta-, une particule chargée E-, c'est pas un positon, c'est un électron, je me suis trompé. Merci de m'en excuser. Et de ne pas recopier bêtement, ma mauvaise réponse. Question 4. Rappelez la définition du temps de demi-vie, T1 demi. Le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié de vos noyaux radioactifs se sont désintégrés. Question 5. Déterminer justifiant le résultat, le nombre maximal de demi-vie après lequel il reste suffisamment de rubidium 87 dans l'échantillon. Alors, le nombre maximum de rubidium, c'est le nombre de départ. Le nombre minimum pour les détecter, c'est 2,0 puissance 9. Donc je vais diviser l'un par l'autre et j'aurai normalement le nombre de demi-vie, si je divise par le nombre de demi, que ça donne ici. Sauf qu'on nous dit que ce rapport-là, entre les deux, est compris entre 2 puissance 38 et 2 puissance 39. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous divisez par 2, vous divisez par 2, puis par 4, puis par 8, etc. Mais c'est 2, du coup, puissance 1 pour la première demi-vie, 2 puissance 2 pour la deuxième demi-vie, 2 puissance 3 pour la troisième demi-vie, etc. Donc ici, savoir que cette division, ce quotient est encadré par 2,38 et 2 puissance 39, ça donne l'indication que cette limite-là est atteinte entre la 38e et la 39e demi-vie. Donc on pourra continuer à détecter la radioactivité jusqu'à 38 demi-vie, au moins. Et ensuite la 39e par contre, là c'est mort. Ok ? Justifier en question 6 que le rubidium 87 est adapté pour dater un échantillon de 1 g d'une roche de Mémac. Donc du coup ici c'est encore une fois pas la bonne image. J'ai tout décalé de 1, c'est ça ? C'est quand même ballot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre l'ancienne. Hop, tac. C'est dingue d'avoir décalé comme ça. Bon, tant pis. Ma faute. On règle ça en direct, y'a pas de problème. Hop là. Étant donné que la demi-vie du 87B rubidium, du coup, est de 49,2 milliards d'années, du coup, normalement, vu que la Terre, elle a quoi, 4 milliards d'années et demi, normalement, on devrait être bon. Je suis désolé, mais il n'y a même pas de calcul à faire. Bon, après, si vous consultez la correction de Labo Lycée, normalement, vous faites ça fois, ce que vous aviez déjà, et quand vous faites la multiplication, vous trouvez 1,2 10 puissance 12 années. Donc du coup, 1200 milliards d'années. Il y a moyen de se faire plaisir pendant ce temps-là, quoi. Donc voilà, vous avez assez de noyaux radioactifs pendant au moins 1200 milliards d'années pour pouvoir faire votre détection. La Terre, elle a 5 milliards d'années maxi.
Voilà, en arrondissant, vraiment, voilà. Donc forcément, ces roches-là, elles sont plus jeunes, donc forcément, vous devriez pouvoir vous en tirer. Voilà. Il n'y avait pas de calcul vraiment à faire. Vous pouvez le faire, mais si vous faites un truc raisonné comme ça marche aussi. Et là, on passe dans les équations différentielles. La question 7, on vous dit de vérifier que NB de t est égal à NB0 fois exponentielle de moins lambda t. Alors, vous prenez le premier membre ici. Vous remplacez NRB de t par NRB0 exponentielle de moins lambda t. Vous le dérivez et il faut trouver ce qu'il y a à côté. Quand vous le faites, bah en fait, votre NRB de t, c'est égal à NRB0 fois exponentielle de moins lambda t. Vous avez deux termes qui potentiellement, dépendent du temps. Donc vous êtes sous la fonction composée UV. Donc quand vous dérivez UV, ça fait U'V plus UV', et vous devez dériver les deux. Sauf que NRB de 0, comme vous le voyez là, bah en fait c'est un terme qui est constant au cours du temps, parce que ça ne dépend que d'un seul temps. Donc en fait, une fois que vous échangez le temps, c'est plus le même, donc il ne dépend pas du temps. À t égale 0, le NRB est 0 est toujours le même nombre. Donc ça ne dépend pas du temps, ça fait 0. Et il vous reste du coup la dérivée de droite. Et la dérivée de droite, bah, une dérivée de moins lambda t, ça fait moins lambda exponentielle de moins lambda t, fois NRB0, qui est une constante qu'on a sortie de la dérivée. Ok ? On retrouve bien ici que la dérivée de NRB de t sur dt est égale à moins lambda NRB de t. Et ça, bah, ça veut dire que la solution qu'on nous a proposée est bien solution de l'équation différentielle d'au-dessus. Question numéro 8. On vous dit de déterminer l'expression de TF en fonction de N-min, NRB de 0 et de lambda. Bah en fait, N-min, c'est le NRB à TF. Sauf que NRB de TF, c'est quoi? C'est NRB de 0 fois exponentielle de moins lambda TF. Du coup, ça vous fait que N-min sur NRB 0, bah, c'est égal à exponentielle de moins lambda TF. Ln de ce rapport est égal à moins lambda TF. Et TF est égal à 1 sur lambda Ln de NRB 0 sur N-min. Voilà comment il fallait faire. Question numéro 9, calculer la valeur de TF, puis la comparer à la réponse donnée dans la question 6. Puis commenter. Donc ici, bah, vous trouvez que ça fait 1,9 10 puissance 12 ans. Et vous retombez bien sur une valeur qui est supérieure à l'âge de la Terre, donc du coup tout va bien. D'ailleurs, c'est exactement la même valeur que si vous aviez fait le calcul en question 6. Donc tout va bien. Question numéro 10, on vous demande de donner la relation entre NSR formé T, NRB0 et NRB de T, sachant que pour un noyau de rubidium 87 qui se désintègre, un noyau de strontium 87 se forme. Donc ça veut dire que tout ce qui manque en NRB par rapport au NRB0, bah c'est exactement NSR formé. Donc ici, bah le NSR formé à date T, c'est égal à NRB0 moins NRB de T. Et ça, je l'ai appelé du coup 2, pour le réutiliser plus tard sans la réécrire. En déduire l'égalité en question 11, donnée par l'équation numéro 2 ici. Alors, pour faire ça, il y a deux méthodes. Soit vous remplacez NRB de t par NRB0 exponentielle de moins lambda t et vous trouvez une relation qui sert à rien. Voilà, je suis parti là-dedans, ça sert à rien. Soit vous faites l'inverse, vous dites que NRB0 est égal à NRB de t fois exponentielle de lambda t. Et oui, parce que 1 sur exponentielle de moins lambda t, bah ça fait exponentielle de lambda t. Et ici, bah ça vous donne que NSR formé de t est égal à NRB de t fois exponentielle de lambda t moins NRB de t. Donc vous mettez NRB de t en facteur, ça vous donne NRB de t facteur de exponentielle de lambda t moins 1. Et c'est bien ce qu'on vous demandait de trouver. Alors, on va descendre à la question 12. On vous demande de déterminer l'âge T roche de la roche du site de Meymac. Alors, on vous dit que en gros, les équations 1 et 2 permettent d'avoir cette équation-là, qui ne sert pas à grand-chose, parce qu'après, on vous dit que c'est sous la forme y égale b fois ax, avec b l'ordonnée à l'origine. Ok, y, bah, c'est votre ordonnée, x, c'est votre abscisse, d'accord, tout ça sur nref. Et on a le a qui est égal à exponentielle de lambda t moins 1. Et c'est ça qui nous intéresse. Du coup, ben, t roche, c'est égal à 1 sur lambda fois ln de 1 plus 0,042. Comment j'ai trouvé ça? Eh bien, tout simplement, votre a qui est ici, qui vaut votre a qui est ici, qui vaut 0,0042. Ah, j'ai oublié un 0 sur ma
J'ai oublié un 0 sur ma feuille. Attention, il faut le corriger. Donc, là, il y a un petit souci au niveau de mon ln. J'espère que je l'ai fait correctement sur... J'espère que je l'ai fait correctement. Faudrait que j'ouvre une calculatrice. Parce que j'ai toujours pas récupéré la mienne. On va faire... Tac, tac, tac. ln... Oui, ln0 c'est une vraie non valide, j'ai compris ça. Alors 1 plus 0,0042. Tac. Et ça en ln. Ça me fait ça. Divisé par 1,41. Et fois... Ouais, ça donne pas grand chose en fait. Il faut arrondir à 3 milliards d'années au 2,9. On n'est pas à 0,1 milliard d'années près. Voilà, ça me fait pas une grosse différence. Donc ma correction, elle est quand même bonne. Mais attention, mettez quand même ce 0,042 au lieu de 0,42 parce que c'est pas bon. C'est pour ça que j'aime pas ces notations du coup en décimales. Bref, question numéro 3. Hop. Viscosimètre à chute de billes. Donc là, on a un petit peu de physique. Enfin. On arrive à la fin quand même. La physique, du coup, est sur 5 points quasiment sur ce sujet. Merci bien. Montrer à l'aide d'un raisonnement sur les unités que la viscosité NC s'exprime en newton mètre moins 2 secondes. Alors du coup, quand vous faites F est égal à alpha NC fois V, et bien en fait votre alpha il est en mètres, votre NC on demande de le trouver, et V il est en mètres par seconde. Donc ici alpha fois V, ce sont des mètres carrés par seconde. Sauf que ça passe en dénominateur avec F. F est en newton, donc ça fait newton divisé par mètre carré par seconde. Donc ça fait newton fois seconde divisé par mètre carré, et c'est bien ce qu'on nous demande de trouver. Question 2, précisant justifiant si la valeur de la force de frottement F augmente ou diminue que la valeur de la... quand la valeur de la vitesse de la bille augmente. Bah, en fait, la valeur de la vitesse de la bille, elle est proportionnelle à votre force de frottement, ici. Donc ici, bah, si vous avez V qui augmente, bah forcément F il augmente, ils sont proportionnels. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Ok. Attention, le moins qui est ici, il est juste pour le sens du vecteur. Hein. Les valeurs de la valeur de la force, ok, il n'y a pas de vecteur, donc il n'y a pas de moins. La valeur d'une force ne peut pas être négative. Hein. On ne sait pas avoir par ça. Représenter sur un schéma et sans calcul et en justifiant l'ensemble des forces appliquées au système lorsque la vitesse limite de la bille est atteinte. Bon bah j'ai mis PA et F vers le haut, P vers le bas. Attention, la somme F et PA doit être égale à la longueur de P. Voilà, c'est tout ce qu'il faut avoir. Après j'ai mis F et PA égaux. C'est peut-être pas bon. C'est sûrement pas bon. Mais il faut que la somme des deux fasse la longueur de la flèche P. Hein. Ok. Montrer ensuite que la vitesse limite vérifie l'équation alpha nc 4 pi r cube g rho b moins rho h sur 3. Votre sujet il est long. Et quand vous arrivez là, vous n'êtes plus très frais. Et malheureusement, bah, il faut faire ça. Alors, déjà le principe d'inertie, il dit quoi? Il dit que là, on est sur la vitesse limite en tant que vitesse. Donc la vitesse limite, c'est quand la vitesse n'évolue plus, qu'elle est constante, qu'elle est maximale. Ça veut dire que votre mouvement il est rectiligne, mais il est aussi uniforme. Selon le principe d'inertie, les premières lois de Newton, bah vous avez la somme des forces qui est égale à 0. Ça veut dire que P moins PA moins F égale 0. Et là, vous remplacez par toutes les lettres et vous trouvez que ρB fois VB fois G moins ρH fois VB fois G moins alpha NC, enfin eta C fois V, est égal à 0. Vous mettez en facteur du coup le G, vous mettez en facteur le VB aussi, ça vous donne que alpha eta C fois V, donc il y avait un moins, il disparaît, est égal à ρB moins ρH, facteur de VB moins fois G. Ok. Sauf que ici c'est pas fini, il va falloir expliciter VB, le volume de la bille, vu que c'est une bille, bah, elle est forcément sphérique, donc il y a un tiers de pi r cube. Et ça vous donne que alpha eta C fois V est égal à 4 tiers fois pi r cube fois G fois ρB moins ρH. Et vous retournez bien sur la valeur ici. C'est juste que le dénominateur, je l'ai appliqué qu'au 4 et pas à l'ensemble de la chose. Mais c'est pareil, c'est exactement équivalent. Question 5.
la valeur limite de la vitesse de la bille vaut Vlim égale 5,37 mm par seconde. Calculée alors, la viscosité est à N de l'huile C. Alors, ici, bah, vous reprenez la même formule, sauf que vous mettez votre vitesse limite en dénominateur de l'autre côté, ainsi que votre alpha. Ça vous fait que N est à C est égal à 4 tiers pi r cube G ρ B moins ρ H divisé par 3 alpha V limite. Vous mettez tout ça. Attention sur le sujet, moi, enfin sur la copie, en me relisant, j'ai trouvé que j'avais oublié de convertir mon 0,993 qui est ici, le rayon de la bille, qui est en millimètres. Et donc ça me décale tout. Attention aussi à la vitesse qu'on vous donne, V limite, elle est en millimètres par seconde et ça ne se simplifie pas, parce qu'il y en a un qui est élevé au cube, donc il faut absolument le prendre en compte. Ça vous donne 0,0911 newton mètre carré seconde. Moi j'ai gardé du coup 3 chiffres significatifs, 9, 1, 1, parce que ben, j'ai 3 chiffres significatifs pour le rayon de la bille, 3 pour les deux masses volumiques, 3 pour la vitesse limite, et 3 pour le coefficient alpha. Donc forcément, j'en ai gardé 3. Le problème, c'est qu'à la question 6, on vous demande de dire si la valeur de la viscosité que vous avez obtenue expérimentalement est en accord avec la valeur de référence. Sauf que votre U de NC, bah en fait, il est que sur le troisième chiffre après la virgule. Donc ça veut dire qu'il s'apparente au premier 1 de ma réponse, et donc mon 1 qui suit n'a plus aucune raison d'être. Donc il faut que je repose mon nouveau résultat, état C expérimental. Donc au lieu d'avoir 0,0911, j'aurai 0,091. Ici, bah, vous appliquez une nouvelle fois votre z-score, ça vous fait 0,091 moins 0,093 divisé par 0,003. Et ça vous donne une mesure à 0,67. Enfin, un z-score à 0,67, soit inférieur à 2, et donc la mesure est compatible. D'ailleurs, j'aurais dû mettre 0,7 et pas 0,67. Mais c'est pas grave, c'est inférieur à 2, la mesure est compatible, c'est ok. Le vecteur accélération A du centre de masse de la bille s'exprime A égale A fois K à l'aide de la deuxième loi de Newton, montrer que l'accélération peut s'écrire sous cette forme-là. Encore un traitement d'équation un petit peu long. Et ici, vous appliquez donc la deuxième loi de Newton. Vous êtes sur un système bi, le référentiel est galiléen, et de toute façon, si vous voulez montrer grâce à la deuxième loi de Newton, c'est qu'elle est applicable, donc je pense qu'il n'y a pas de malus à celui qui n'a pas déterminé tout ça. Vous avez que A, sur la deuxième loi de Newton, qui est égale à 1 sur M, somme des forces extérieures, appliquées au système. Donc A est égal à 1 sur M, fois P, moins PA, moins F. Tout ça en vecteur. Sauf que ces vecteurs s'appliquent en fonction de K, donc A est égal à 1 sur M, MGK, moins ρh VBG fois K, moins alpha est à C fois V fois K. Vous mettez K en facteur, ça vous donne que A est égal à G, moins ρh VBG sur M, moins alpha est à C fois V sur M. Tout ça en fonction de K. Et ça vous donne, quand vous mettez en facteur, ben que G est égal à 1 moins ρh VB sur M, moins alpha est à C fois V sur M, le tout en fonction de K. C'est-à-dire que si A est égal à A fois K, eh ben A est égal à tout ça. Mais ça ressemble pas... Ah si, ça ressemble à ce que j'ai mis. Pardon, c'est l'équation d'après où j'ai un peu bugué. Donc ça, pour l'instant, c'est bon, on l'a trouvé plus ou moins facilement. Et c'est la question d'après que j'ai trouvé un petit peu... voilà. On vous demande, en question 8, de déduire l'évolution V et de trouver l'équation différentielle qui était là. Et ça, déjà, faire une relation de Newton où les frottements sont pris en compte, c'est pas ce que vous avez eu le plus l'occasion de travailler. Mais alors, aller chercher l'équation différentielle en fonction de la vitesse, c'est pas un truc que vous avez vu tous les jours non plus. Et je trouve pas ça très cool. Mais bon, c'est dans votre programme, faut le savoir. Le A que vous avez trouvé juste avant, en fait, bah vous le savez, c'est dv sur dt. Ça veut dire que je peux déjà exprimer la valeur de la dérivée de la vitesse. Et je pose que dv sur dt est égal à tout ce que j'avais avant, soit g facteur de 1 moins ρh vb sur m, moins alpha est à c fois v sur m. Ok? Et l'équation différentielle s'exprime, donc du coup, quand vous mettez tout du même côté, bah dv sur dt plus alpha est à c fois v sur m, plus g facteur de ρh vb sur m, moins 1. Tout ça, c'est égal à 0. Moi, j'aime bien le mettre sur cette forme-là. C'est personnel, mais ils auraient pu laisser le facteur, du coup, sans vitesse de l'autre côté. Sauf que votre masse, en fait, elle n'apparaît pas
Ça qu'il fallait voir, en fait, c'est que votre masse, elle n'apparaît pas dans dans l'équation différentielle qu'on vous demande de poser. Donc, le M, il faut l'exprimer en fonction de ce que vous avez, soit la masse volumique, fois le volume de la bille. Donc, M, c'est ρB fois VB, sauf que VB, c'est 4 tiers de pi r cube, et donc vous devez le remplacer aussi, ça fait que ρB fois VB, bah, c'est égal à ρB fois 4 tiers fois pi fois r cube. Et tout ça, vous l'implantez dans l'équation que vous aviez précédemment. Ça vous fait que dV sur dt plus 4 tiers, pardon, le M il est en bas, donc plus 3 quarts fois alpha fois eta c divisé par ρB pi r cube, tout ça fois V, plus G fois ρh VB divisé par M, donc ρB VB, là j'ai pas besoin d'exprimer le 4 tiers de pi r cube parce que j'ai déjà un volume au-dessus. Moins 1 égale 0. Les VB se simplifient, et donc ça me fait que dV sur dt plus 3 alpha eta c fois V divisé par 4 ρB pi r cube est égal à G facteur de 1 moins ρh sur ρB. Vu que j'ai repassé le G de l'autre côté, il devient moins, mais moins fois une différence, bah en fait vous inversez le sens de la différence, ça permet d'esquiver votre moins. On vous demande ensuite blablabla, Vt égale V limite, avec taux égale tout ça, et on vous demande de calculer la valeur de taux. Alors j'ai calculé la valeur de taux, sauf qu'ici je me suis raté sur le calcul. C'est bien 2,5 10 puissance, mais moins 3, pas 3. Ici c'est moins 3, donc attention, j'ai oublié mon moins. Merci de le noter. Hein. Ça veut dire que ici, si jamais je prenais une vitesse qui devenait instantanément maximale, mon temps de trajet, du coup, minimal serait de 28 secondes. 28 secondes, ça veut dire que je peux pas aller en dessous. Sauf que j'atteins ma vitesse limite, mon régime permanent. Taux, en fait, c'est la valeur, si tu veux, où on arrive à la valeur maximale. Donc taux, c'est le temps qu'il me faut pour arriver à la vitesse limite. Et on peut voir que par rapport à 28 secondes, bah, 2,5 10.3, c'est quasiment instantané, quoi. Donc ça veut dire ici que en fait, votre moins t sur taux, il sera toujours égal à 0 et V va toujours tendre vers V limite. Et ça, c'est deux méthodes, deux moyens de faire pour dire que vous aurez toujours, en fait, votre vitesse limite dès que vous allez mettre la bille dans le viscosimètre. Voilà. Ça sera quasiment instantané. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, sachant qu'on sort la chimie avant l'abolissé, donc j'espère que j'ai pas fait de coquille. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà. À demain, du coup, pour la correction du jour 2, et bonne chance à ceux qui passeront demain. Normalement, vu qu'il y a eu chimie majeure aujourd'hui, petit indice pour vous, le jour 2, l'exo numéro 1 sera de la physique, normalement. Allez, bonne révision.